Bonjour à tous. Voilà une introduction qui devrait être assez représentative de la suite. Si vous avez regardé attentivement les précédents épisodes, vous avez dû avoir compris qu'on allait avoir du boulot question électricité. Les minutes qui vont suivre devraient nous le confirmer. Pour introduire ce nouveau challenge, je suis déjà tombé par hasard sur un bout de faisceau d'un capteur de circuit de climatisation qui est simplement coupé. Si pour le moment ce truc n'a aucun impact sur le fonctionnement de la voiture, on va s'intéresser à d'autres qui eux pourraient nous valoir un échec au contrôle technique. Après avoir réglé le premier problème cité et avoir remplacé une ampoule de clignotant avant, jusque-là je gère, je me suis bien rappelé avoir vu un faisceau allant au couvercle de coffre assez mal en point. Et comme les antibrouillards ne fonctionnent pas ainsi que les éclairages de plaques, on a déjà quelques liens de cause à effet en tête. Après avoir vidé le coffre, je refais rapidement les quelques brins qui me paraissent très suspects, mais me perçois que le souci d'éclairage de plaques vient de 2 ampoules HS. Et que par ailleurs, les antibrouillards restent éteints alors que pourtant, j'entends un relais fonctionner à l'action des boutons concernés. Quelques tests au multimètre m'indiquent qu'il n'y a pas d'alimentation appropriée au niveau du relais des antibrouillards. Ayant, lors de l'épisode 2, déposé l'intégralité de la boîte à fusibles, le second suspect en liste devient moi-même. A juste titre, puisqu'en effet, je n'avais pas rebranché une cosse sur la bonne broche. Il faut dire que ce circuit est fichu assez bizarrement à cet endroit. Une fois l'alimentation rétablie, ça va tout de suite mieux. On a bien de l'éclairage avant et arrière, si on oublie l'avant gauche. Mais pour le coup, je découvre vite que ça vient de connexions bien attaquées par la corrosion, ce qui était plutôt facile à corriger. Tant que la voiture est levée, j'en profite aussi pour m'occuper de la section du faisceau que j'avais réparé avec les moyens du bord, avant le premier démarrage. Rappelez-vous, au départ, j'arrivais pas à lancer le démarreur. Le fil d'excitation de l'alternateur a aussi eu droit à un coup de jeune. Là, ça devrait tenir un bon moment. Ayant en tête que le klaxon ne fonctionne pas, je suis toujours sous la voiture. Alors en me déplaçant d'1 mètre, je me retrouve la figure devant les avertisseurs et leurs faisceaux. Enfin, plutôt l'absence de faisceaux. Je fais aussi le lien avec un relais sauvage, démonté lors de l'épisode 2 toujours. Bon point, je retrouve le faisceau du klaxon abandonné non loin de la boîte à fusibles. Il me restera à le compléter après avoir confirmé son appartenance à l'emplacement du relais correspondant. Tout ce foutoir est sûrement lié à la pose de l'alarme dont je me suis débarrassé. Comme il me manque un relais, à ce stade, je vole celui des antibrouillards, m'étant déjà occupé de leur cas. Quand même pratique qu'ils soient identiques. Mais tout n'a pas fonctionné de suite avec le volant puisque je me suis aperçu que le volant monté lors de l'épisode précédent ne possédait pas la bonne bague de contact. Heureusement, j'en avais d'autres compatibles. Et voilà le montage définitif, que j'ai essayé de rendre suffisamment propre et surtout étanche. Passons à la suite, avec le combiné contrôlant le chauffage et la climatisation. Son problème était plutôt du genre anecdotique puisqu'il ne voulait bien afficher que des degrés Fahrenheit. Problème vite résolu après un petit démontage et un traitement à la bombe contact. L'occasion de le remonter avec les habillages dans le meilleur état parmi ceux du petit stock de pièges dont on se dispose. Comme on en est là, à quelques centimètres du faisceau d'autoradio qui, après remplacement du fusible concerné bouffé par la corrosion, est bien alimenté, ça tombe bien, j'ai un vieux poste cassette plutôt cohérent en termes de style. Mis à part une originalité au niveau de la logique de sortie pour les haut-parleurs, rien de bien compliqué. Un bout de faisceau ISO femelle pour aller avec celui déjà installé sur la voiture et je peux insérer le poste. Sauf que tout ne peut pas bien se passer du début à la fin. Un des anciens propriétaires s'est improvisé boucher puisqu'il a charcuté l'emplacement devant recevoir la cage d'autoradio. Résultat, ça flotte pas mal dans l'emplacement et il faudrait qu'à terme je trouve un morceau de console centrale d'origine. Après ce court moment de répit, il faut reprendre les investigations concernant les problèmes électriques restants. Et là, c'est déjà plus pénible. Aucun de les vitres ne fonctionne. J'avais déjà vu que le faisceau de la porte était bien abîmé et avait d'emblée reconnecté un fil sectionné, sans amélioration sur le moment.
Là, il va falloir chercher ailleurs puisque la continuité entre la commande de lave-vitre et le reste du circuit semble bloquée. Je suis donc les fils et assimile la logique de fonctionnement, ce qui me mène à un relais qui, une fois shunté, me permet d'alimenter les interrupteurs. Non seulement ils éclairent, mais en plus là, je peux commander la vitre conducteur. Les autres ne répondent toujours pas en revanche. Alors, regardons ce relais de plus près. L'une des bornes que j'ai utilisées dans son emplacement pour le shunter et commander le lave-vitre correspond à une soudure qui est visiblement HS. Un tour devant le poste à souder me permet de le remettre en place et de continuer à pouvoir utiliser les commandes de lave-vitre. Si mes souvenirs sont bons, ce relais ne sert qu'à temporiser l'alimentation de l'éclairage de la commande de lave-vitre. Une panne causée par un organe plutôt anecdotique à première vue donc. Malgré tout, ça n'arrange pas l'état du faisceau dont je vais reprendre les parties abîmées, d'où la boîte à faisceau vidée en début de vidéo. Peut-être que dans le lot se trouve un morceau de fil posant problème pour l'un des autres lave-vitres. Après une petite heure, voici l'état du paquet prêt à être emballé dans un tissé autocollant. Quoiqu'avant, je vais déjà tenter d'identifier, voire de résoudre le problème de la commande côté passager. À la dépose de la protection, de ce côté, le problème semble plutôt évident. La masse ne tait plus que sur quelques brins qui ont cédé suite à un regard trop sévère de ma part. Encore une petite section de faisceau à reprendre donc. Malgré tout, le problème n'est pas entièrement résolu puisqu'après une descente réussie de la vitre, la montée elle ne se fait toujours pas. Commandée du côté passager en tout cas. Il nous reste donc un dernier suspect, l'interrupteur. Prends les deux à l'arrière, plus ou moins identiques. Le premier ne donne strictement rien, mais ça confirme mes craintes sur le matériel. Le second, lui, fonctionne à la perfection. Conclusion, c'est de la merde. Il me restera plus qu'à acheter 2 interrupteurs neufs. Enfin, pour commencer en tout cas. J'ai bien tenté de les remettre en état, mais il semble que les contacts platinés soient simplement usés. Au stade où on en est, avoir les vitres avant opérationnelles est déjà amplement suffisant. Je peux donc remonter les faisceaux et débuter le remontage intérieur à l'avant de notre 200. Quoique non, puisque les 2 panneaux de porte sont déposés, je repense au problème de poignée de porte rencontré dès nos débuts. Celle côté conducteur était totalement absente, j'ai donc acheté une poignée avec un barillet neuf, ce qui implique une nouvelle clé. Je préférais me contenter des 2 clés d'origine, alors je vais voir ce que je peux faire pour arranger ça. Je vais sortir les 2 barillets et les comparer. Pour commencer, ça m'aidera déjà à m'assurer qu'ils sont à peu près fichus pareil. Si comme moi vous ne vous êtes jamais amusé à démonter ce genre de pièces, vous verrez que le fonctionnement est vraiment très simple. Le barillet comporte un certain nombre de petites trappes évidées d'une ouverture située à différentes hauteurs. Une clé adaptée et insérée jusqu'au bout du barillet permettra à ces pièces de se retrouver dans leur position la plus basse. Ce qui permet au barillet de tourner et donc à la tringlerie de porte d'être actionnée. Là, miracle, votre porte est déverrouillée. Dans notre cas, je vais donc interchanger les trappes quand je le peux pour qu'elles ne ressortent pas du barillet avec la clé d'origine. Et quand je ne trouve pas de combinaison correcte, il me reste l'option de limer les trappes qui sortent encore un peu. Alors oui, plus de clés seront à même de faire tourner le barillet, mais je crois pas que ce soit tellement un enjeu quand un bon gros tournevis et un marteau font office de passe-partout sur une 200.
fois que la clé d'origine fonctionne correctement dans le barillet neuf, il me reste à m'occuper de la poignée côté opposé. Si elle dispose du vieux barillet, elle n'en reste pas moins neuve, et il semble qu'elle soit conforme, si on oublie les taraudages non réalisés. Voilà qui est vite corrigé. Après avoir remonté les 2 panneaux avant, je vais compléter l'intérieur avec le reste de la castillage et donner un coup d'aspirateur en profitant des dernières lueurs du jour, histoire de pas être resté enfermé toute la journée avec mon affaire de spaghettis électriques, avant de m'écrouler sur le matelas le plus proche. Le lendemain commence sous les meilleurs auspices avec un grand ciel bleu. Dommage, c'est pas encore aujourd'hui qu'on pourra rouler avec la voiture. Il reste à poursuivre le ménage sommaire et le remontage déjà entamé la veille. Les habillages extérieurs situés sur les montants arrière ne possèdent plus les pièces plastiques censées les maintenir en place, mais de la gamme thermo devrait pouvoir faire le job. Il était temps de se débarrasser de la crasse accumulée sur toutes les commandes de la voiture. Sans parler de la moisissure. Tant qu'on y est, je me suis intéressé d'un peu plus près au cas des lève-vitres arrière. Bilan des essais, interrupteur effectivement HS des 2 côtés. Et surtout, moteur inopérant à gauche. Sera-t-il sauvable? C'est ce qu'on verra. Après cette petite séance de nettoyage bienvenue qui sera complétée plus tard par des interventions plus sérieuses, il restait 2 pièces à changer. Une vanne de ralenti neuve, offerte par l'un de vous, merci Victor. On verra si ça aide à conserver un ralenti un peu plus stable en fonction de la température moteur. Et puis l'autre pièce, l'alternateur, qui va nous permettre de gagner un peu en autonomie. Ce serait dommage de parvenir à résoudre les problèmes de freinage pour finalement tomber en panne de courant. Comme la face avant est démontée, c'est un travail de 10 petites minutes. Quand je repense au travail sur la 156 GTA pour remplacer la même pièce, je me dis que je suis bien avec mon vieux brol rouillé.
crois que le réservoir est quand même un peu trop vide pour avoir une bonne alimentation en carburant en étant aussi incliné. Enfin, ça ne m'empêchera pas de valider que désormais la tension dépasse largement les 12 volts. Ça charge. Et ben voilà, pour le moment j'ai rien de plus à faire qui nécessite de déposer la face avant, donc je vais remonter tout ça proprement. Dans un avenir lointain, on pourrait envisager d'y revenir pour reposer une courroie au compresseur de clim et dans mes rêves les plus fous, réussir à retrouver un circuit étanche et fonctionnel. Il y a quand même un peu de progrès, non, si on se rappelle l'état de départ. Comme la journée s'achève, je peux pas m'empêcher de remarquer que l'éclairage d'ambiance est un peu gâché par des ampoules HS. Voilà, là c'est mieux. Je peux me reposer en paix. Jusqu'à la prochaine séance de mécanique parce que cette fois, ça devrait être la bonne. Merci à vous tous qui soutenez mes projets par vos encouragements, vos donations et le simple fait de regarder et de vous abonner. Si vous saviez comme je suis heureux ces dernières semaines de pouvoir me consacrer entièrement à ces projets. D'ailleurs je vais devoir m'y remettre. Il me reste 2-3 petites choses à faire sur celle-ci, j'attends des pièces. Mais après on devrait pouvoir assez rapidement enchaîner sur d'autres. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.